Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la palette de la Merlette. Je m'appelle Valentine et je suis aquarelliste, fabricante d'aquarelles artisanales. Sur cette chaîne YouTube, je vous partage des tutoriels pour débutants, des process créatifs et différents thèmes sur la créativité et l'aquarelle en général. Et aujourd'hui, je vous accueille pour parler défis créatifs, créativité et plus particulièrement du challenge de la Folk Tale Week. Alors, désolée pour mon accent, je vais le dire plusieurs fois. Je vais l'écrire sur la vidéo pour bien que vous sachiez de quoi je parle. Mais en gros, c'est une semaine de dessin autour des contes populaires. Folk Tale. C'est un challenge créatif qui a lieu tous les ans et que j'ai fait pour la première fois en 2023. J'ai filmé pas mal de processus créatifs de ma semaine de dessin et j'avais envie de partager avec vous non seulement la conception des illustrations, mais aussi un petit peu de blabla autour de la créativité, de la comparaison aux autres et de comment se sortir de sa zone de confort et de se challenger afin d'apprendre toujours plus. Donc, la Folk Tale Week, c'est une semaine de challenge d'illustration autour des contes populaires. Il existe depuis bientôt 5 ans et il est lancé chaque année sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Donc, durant une semaine, avec un mot par jour, le principe ressemble à peu près à Inktober, sauf qu'on est sur un challenge qui dure seulement une semaine en novembre. La liste est d'ailleurs disponible environ un mois à l'avance afin que les illustrateurs puissent préparer toutes leurs illustrations, car poster une fois par jour pendant une semaine, c'est quand même beaucoup de travail quand on doit les dessiner au jour le jour. La liste de cette année, je vous la donne en anglais et puis je la traduis en même temps. C'était Lost, donc perdre, perdu, Ink, l'encre, Sea, la mer, l'océan, Sleep, pour dormir, Underground, pour souterrain, Illusion, illusion, et Found, trouver. En général, les illustrateurs qui participent à ce challenge commencent par annoncer leur participation avec une première illustration pour dire « Je participe à la Folk Tale Week ». Du coup, je vais vous présenter non pas 7 illustrations, mais 8 parce que j'ai joué le jeu et j'ai fait aussi mon introduction avec une illustration. Alors, j'ai eu envie de jouer le jeu jusqu'au bout et de réellement m'inspirer de contes populaires, mais le challenge permet également aux illustrateurs et aux illustratrices de lancer leurs propres histoires ou de faire des illustrations tout à fait indépendantes. À la base, c'est quand même l'idée, c'est de faire sur les contes populaires. Pour ma part, afin d'annoncer le fait que je rejoignais le challenge, je me suis inspirée de La Reine des Neiges. C'est un conte que je connais surtout à travers des dessins animés très sombres, très beaux, que je regardais quand j'étais petite, et que j'ai redécouvert à travers des illustrations absolument magnifiques, parfois assez sombres. Ma version est légèrement plus colorée que ce que j'avais prévu. Je souhaitais quelque chose de plus froid, de plus illustration des années 1900, et finalement, en fait, je suis partie tout à fait dans quelque chose de beaucoup moins ténébreux. D'ailleurs, on dirait presque que je me suis plutôt inspirée des Schtroumpfs que de la reine du conte d'Andersen, mais bon, je comprendrai la remarque. Alors, pourquoi j'aime faire des challenges comme celui-ci, surtout quand j'ai absolument pas le temps de les faire? C'est ma grande spécialité. Cette année, par exemple, je croulais sous le travail parce que j'étais en train de préparer un marché de Noël, le tout premier de la palette de la Merlette, durant lequel j'allais exposer pour la première fois mes aquarelles artisanales. Et en plus de ça, je m'y suis pris très tardivement parce que j'ai commencé à faire mes illustrations une semaine avant de devoir les poster. Et pourquoi je l'ai quand même fait? En fait, la réponse est dans la question, c'est-à-dire que tout simplement, c'est un challenge et pour moi, relever ce genre de défi, c'est toujours très très intéressant et je vais vous expliquer pourquoi je le conseille même aux débutants. Donc, dans le mot challenge ou défi, il y a tout simplement l'idée qu'on va se dépasser et puis tout simplement relever un défi même d'illustration, c'est sortir de sa zone de confort. Donc, c'est quand même en général très chouette, surtout quand on n'arrive pas à trouver des idées soi-même ou quand on a un petit blocage. Et ça permet aussi de sortir de sa zone de confort en termes d'ambiance, parce que c'est le cas en tout cas pour moi. J'aime bien dans ces cas-là carrément faire autre chose que ce que je fais d'habitude. Et même si je ne l'ai pas fait cette année,
il y a eu quand même cette idée derrière chacune des illustrations, c'était de faire quelque chose que je ne faisais pas d'habitude, notamment de faire le moins d'animaux possible. Un défi, c'est aussi très stimulant parce qu'on a envie de participer dans les temps et donc, comme je le disais, finalement, d'avoir envie de se dépasser. Et surtout, ce genre de défi, c'est génial parce que ça permet de rencontrer d'autres artistes et ou même d'approfondir des relations déjà établies et de s'entraider entre artistes. Pour le style, personnellement, j'étais assez inspirée par le temps qui s'est refroidi, la météo pluvieuse et froide qui annonçait l'hiver, et je me voyais bien peindre d'après des contes un peu cruels et froids eux-mêmes, ce qui me ferait encore une fois sortir de ma zone de confort. Et avec ce genre de challenge basé sur des mots qui sont suggérés, ce qui est très sympa, c'est que le thème est libre. Là, on a l'idée du conte populaire et puis après, on a la liste qui a été établie par des artistes. Mais en fait, on peut faire absolument tout avec ce mot. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut. On peut en tirer un thème de dessin, on peut en tirer une idée qu'on cherche à suggérer ou des émotions. Par rapport au conte populaire, on peut avoir envie, par exemple, d'en faire découvrir des nouveaux ou tout simplement d'aller inventer sa propre histoire. Pour ma part, j'ai été assez rapidement inspirée, mais j'avais plus envie d'illustrer certains contes et il a fallu en fait que je cherche à les relier au thème, aux différents mots suggérés par la liste de la Folktale Week. Pour certains, j'ai même eu du mal et il a fallu que je change mon fusil d'épaule en cours de route. Pour d'autres, le conte était tellement évident que finalement j'avais un petit peu envie de complexifier. Une des questions que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo, c'est la question du niveau. Quand on débute, quand on est peut-être illustrateur professionnel ou justement qu'on fait ça par passion, quel niveau il faut pour participer à ce type de challenge? La Folktale Week, à la base, c'est un challenge qui est organisé par des artistes, qui est organisé pour des artistes, afin de remplir leur portfolio. Mais on n'est pas obligé d'être artiste et on n'est pas obligé d'avoir envie de remplir son portfolio pour participer, et les organisateurs eux-mêmes le disent bien. Du coup, est-ce qu'on est obligé, comme moi, de mettre des défis dans les défis et de compliquer les choses? Non. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un très bon niveau d'illustration pour participer à ce défi? J'en reparlerai plus longuement, mais non. Est-ce qu'on peut faire sa propre histoire ou est-ce qu'on est obligé de suivre les contes populaires? On fait ce qu'on veut. Alors, voici les petits défis que je me suis mis dans ce défi de la Folktale Week. Cette année, du coup, j'avais envie de changer un petit peu de technique, de matériel et de thème. Donc déjà, faire 7 illustrations, enfin 8 en comptant celle pour annoncer ma participation en quelques jours, c'est un défi en soi, il faut bien le dire. Ensuite, j'avais envie de travailler la technique de la couleur, qui est en fait un apprentissage que je fais depuis plusieurs mois maintenant, sur lequel je me concentre réellement, c'est-à-dire d'arriver à travailler l'association, la complémentarité des couleurs. Ensuite, comme si c'était pas assez compliqué, j'avais envie de travailler sur des papiers artisanaux et des papiers de fabricants industriels que je ne connaissais pas beaucoup, sur lesquels je n'avais pas énormément pratiqué, que je gardais en fait plus ou moins dans mon tiroir et que pour une fois j'avais envie d'utiliser. J'ai testé notamment le papier demi-satiné. C'était une première pour moi, qui suis plutôt habituée au grain torchon et au grain fin. J'ai aussi utilisé du papier artisanal en lin et en coton, que je savais qui était très intéressant pour toutes les techniques de mouillé sur mouillé, mais que je n'avais finalement pas beaucoup utilisé pour faire des illustrations détaillées, et encore moins pour faire de l'ancrage. Ensuite, j'avais envie de réinventer le conte, c'est-à-dire que le conte, pour moi, c'est un matériel qui a été pris et repris depuis le fait qu'il soit passé de l'oral à l'écrit. Et à l'écrit, il a été réinventé de nombreuses fois. Il a eu différents publics, que ce soit les adultes, les enfants. Le conte, c'est finalement quelque chose de très malléable. Et j'avais envie, moi aussi, d'un petit peu m'approprier tout ça. Alors, ça pouvait être tout simplement en illustrant quelque chose qui n'appartient pas exactement à l'histoire du conte. Ou ça peut être aussi réinterpréter un petit peu l'histoire, la fin, la morale. Il y avait plusieurs possibilités. Je me suis beaucoup laissée guider par mon instinct pour la plupart des illustrations. Alors pour la première, c'est donc lost, le mot perdu ou perdre. Et j'ai évidemment tout de suite pensé au petit poussé.
Mais comme c'était trop évident, j'ai voulu faire un autre conte. Et c'est Peau d'âne de Charles Perrault que j'ai choisi d'illustrer en inventant une scène qui n'existe pas dans le conte. Alors, si vous ne vous souvenez pas de Peau d'âne, pour résumer très brièvement, c'est un roi qui vient de perdre sa femme et il a promis de se remarier uniquement avec plus belle que sa femme. Bon, il finit par découvrir que la seule qu'il pourrait épouser, ce serait sa fille. Ça craint un peu. Celle-ci, évidemment, refuse d'épouser son propre père et sur les conseils de sa marraine, elle fait relever plusieurs défis à son père, de plus en plus compliqués, de plus en plus ardus, jusqu'à lui faire abattre son âne adoré. Tous les défis n'ont hélas pas dissuadé le roi, et il a fini par lui faire toutes les plus belles robes du royaume, dont une avec sa peau d'âne. Et là, la jeune princesse s'enfuit et va s'installer dans un petit village où elle finira par être remarquée par un prince. Il y a ensuite une longue histoire de gâteaux, et le prince se laisse mourir de faim jusqu'à ce qu'on retrouve la princesse et qu'elle finisse par lui refaire le gâteau et par l'épouser. Et en fait, j'ai imaginé une scène où justement Peau d'âne doit s'enfuir du château et se perd dans la forêt. Ensuite, pour cette illustration, au niveau de la technique, j'ai travaillé avec la technique de la peinture en négatif. Il s'agit de peindre des couches successives du plus clair vers le plus foncé pour mettre en valeur certains éléments du décor ou des motifs. C'est avec ça que j'ai fait la forêt. Cette technique, c'était la deuxième fois que je l'utilisais et ça m'a paru plus simple. Malgré tout, j'ai trouvé très chouette de m'entraîner en faisant une illustration finie. Ça ne m'a pas empêché de faire des arbres qui n'étaient pas prévus, mais bon, c'est le jeu. D'ailleurs, si ce tutoriel vous intéresse, c'est l'artiste Aymariel qui l'a proposé sur sa chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien en description. Cette technique est vraiment très très chouette et elle est assez addictive, on va bien le dire. Par contre, j'ai fait une petite bêtise, bon c'est tout relatif, mais je l'ai utilisée avec une couleur duochrome, c'est-à-dire que c'est une couleur qui, avec beaucoup d'eau, fait se séparer les deux pigments qui la composent. Et autant ça peut faire des très jolis effets, autant avec la technique de la peinture en négatif, ce qui est bien, c'est de travailler tout le temps avec la même teinte pour pouvoir bien faire ressortir au fur et à mesure. Et là, parfois, j'arrivais pas à doser correctement l'eau et la couleur, ce qui fait que des fois, on a des effets de séparation du vert et du bleu. Même si c'est très joli, ça a été parfois un peu compliqué à travailler. Parmi toutes les illustrations, celle-ci, c'est sûrement d'ailleurs une de mes préférées. J'aime beaucoup le résultat et je trouve très chouette d'avoir réussi à faire ressortir comme ça Peau d'âne. Et si jamais elle vous plaît aussi, n'hésitez pas à me le dire. Pour la deuxième illustration, c'est ink, donc encre ou signé. Encre également. Alors signé, c'est plutôt dans le vocabulaire américain d'après ce que j'ai compris. En anglais, ink, c'est plutôt l'encre. Bon, et c'est sûrement le mot qui m'a posé le plus de problèmes parce que, évidemment, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était le pacte avec le diable ou éventuellement des contes populaires qui feraient une espèce de mise en abîme où un réel écrivain serait en train d'écrire son propre conte dans le conte. J'avais même prévu de m'inspirer du dessin animé Merlin l'Enchanteur pour faire une scène avec Archimède le hibou qui serait en train d'apprendre à écrire au jeune Arthur. Bon, et finalement, j'étais un peu plus loin dans l'interprétation avec le conte de Barbe Bleue écrit par Charles Perrault. C'est un conte que j'aime beaucoup. Alors, Barbe Bleue, c'est l'histoire d'une jeune femme qui épouse un homme très beau avec une belle barbe. Celui-ci s'absente pour des affaires et il lui laisse absolument toutes les clés de la maison, avec une qu'elle n'a absolument pas le droit d'utiliser. Bon, évidemment, la curiosité est un bien vilain défaut, et la jeune femme finit par ouvrir la porte interdite. Elle y découvre les 6 ou, je sais plus, 7 précédentes épouses de Barbe Bleue, toutes mortes et suspendues au mur. Très lugubre. En fait, elle est prise de peur, d'effroi, et elle lâche la clé par terre. Sauf que c'est une clé magique, et en tombant dans le sang, elle se tache, et malgré tous les efforts de la jeune femme, la tache reste sur la clé. Donc quand son mari revient, évidemment, il découvre la tache sur la clé, et là s'ensuit une scène terrible, durant laquelle elle pleure et supplie son mari de ne pas la tuer, tandis qu'en parallèle, elle essaye d'appeler sa sœur, pour que sa sœur appelle ses frères, pour que finalement ils viennent la sauver,
Et bon, c'est ce qui se passe, évidemment, Barbe Bleue se fait tuer par ses frères. Donc, l'encre, là, je suis plutôt restée sur l'idée de la tache d'encre et puis finalement de fil en aiguille sur la tache avec la clé tachée. Et aussi avec l'idée d'un contrat signé, donc le contrat de mariage, en l'occurrence, entre Barbe Bleue et la jeune femme. Côté technique, j'ai travaillé le fond avec une encre que j'ai fabriquée d'après une recette de Lucie de la Pigmentière. Je vous mettrai aussi son lien de site internet dans la description. Si vous aimez faire vos matériels d'art et de créatif vous-même, vous serez servi parce qu'il y a beaucoup de recettes sur son site internet. Et dans son livre, qui est vraiment très très chouette, j'ai trouvé du coup l'encre de brou de noix d'automne. Et c'est avec ça que j'ai fait le fond donc. J'ai ensuite travaillé avec le sel et pour finir, j'ai fait un espèce de mix média avec des crayons de couleur. Ça a été très très compliqué cette illustration, c'est peut-être celle qui a été la plus longue. J'ai cru que j'allais la jeter. Et pour finir, j'étais assez contente du résultat parce que ce qu'il en ressort en fait de cette illustration, c'est exactement ce que je voulais, c'est vraiment la terreur et l'écrasement de cet homme puissant qui s'apprête à tuer sa femme et bon, voilà, j'étais contente. La troisième illustration, c'est pour Sea, donc la mer ou l'océan. Et évidemment, le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est La Petite Sirène, un de mes contes préférés, d'après Andersen. J'aime bien la version Andersen, c'est-à-dire la version originale. Et bon, donc du coup, pour cette illustration, La Petite Sirène, c'était super, mais j'ai finalement opté pour tout à fait autre chose, parce que ça me semblait justement trop évident. Donc je suis partie sur un mélange entre le roman Moby Dick de Belleville et le conte de Collodi, Pinocchio, du moins dans sa version Walt Disney, où Pinocchio se fait avaler par la grande baleine. Donc j'ai plutôt cherché à faire quelque chose qui ressemble un petit peu à une illustration à la japonaise, avec un motif de vague, et une illustration très simple, sans relief de quoi que ce soit. Je voulais en gros que la baleine soit comme un aplat. Et au tout début, du coup, je l'ai travaillée parce que je voulais qu'elle soit brune pour aller avec le bleu. Et bon, finalement, je l'ai faite blanche. Donc, j'ai changé en cours de route grâce à la gouache. Et là, j'ai travaillé avec un papier artisanal qui a besoin d'une première couche d'eau pour bien s'imprégner des pigments et je ne l'ai pas fait. Et le résultat me plaisait pas au début, donc j'ai changé et finalement, ça m'a plu parce que j'ai réussi à faire cette petite scénette à l'intérieur de la baleine où on voit le pauvre Pinocchio perdu sur son rocher. C'est un petit peu comme une illustration dans l'illustration et j'étais contente d'avoir réussi à faire ce résultat. Après, je voulais aussi m'entraîner sur le motif des vagues à la japonaise. Et finalement, dans cette ambiance un peu statique, je trouve que ça rend la baleine justement encore plus imposante et massive. Ensuite, c'était le mot sleep, donc dormir. Et c'est beaucoup d'idées qui ont germé. Finalement, j'ai opté pour le conte de la petite poussette de Andersen. Vous connaissez peut-être la petite poussette sous le nom de Pousselina. Donc c'est un petit être humain miniature à qui il arrive beaucoup d'aventures après avoir été enlevé de chez elle. Et elle finit par même épouser le prince des fées. Pour cette illustration, j'avais donc en tête de montrer Poussette endormie sous ses couvertures. Alors selon les versions, les traductions, il y a soit un matelas de feuilles de violette et de feuilles de rose, soit ce sont des pétales et non pas des feuilles. Bon, dans ma version à moi, c'était des pétales, du coup, c'est beaucoup moins coloré et vif que si c'était en violet et en rose avec tout ce vert, mais ça ressort pas trop mal, je trouve. J'avais peur qu'on la reconnaisse pas, donc j'ai opté pour que le lit, c'est-à-dire la coque de noix, se trouve à côté d'un objet qui permettrait de se rendre compte de sa taille. Et c'est pour la main humaine que j'ai opté. Comme je ne trouvais pas la position de la main telle que je la voulais, je me suis servi d'un photomontage de ma propre main. Et pour les couleurs, j'ai été un petit peu à l'instinct. J'avais envie d'un fond assez clair, mais plutôt neutre, pour bien faire ressortir la coque de noix, que ce soit bien mis en valeur. Et je voulais un peu un style à l'ancienne, et je trouve qu'avec toute la granulation des différentes aquarelles, ça fonctionne à peu près bien. L'illustration suivante, c'était Underground, donc souterrain.
Et je suis pas vraiment partie sur un conte populaire, mais sur un mythe. Le mythe du dragon qui dort sous Yggdrasil. Donc Yggdrasil, c'est l'arbre monde de la mythologie nordique. Et le dragon Nidhogg, excusez-moi pour la prononciation, dort justement sous les racines de l'arbre. C'était un mythe que j'ai découvert en cherchant pour cette illustration parce que j'avais envie, parmi les petits défis personnels, d'aller chercher dans des contes que je ne connaissais pas ou dans des histoires qui n'appartenaient pas à ma culture. Et j'aime bien la mythologie nordique et slave surtout en général. Et donc, je suis allée piocher là-dedans. Bon, sauf que le papier que j'ai choisi, c'était justement le demi-satiné que je ne maîtrise absolument pas. Et ça a été un enfer. Je sais que c'est possible avec de l'entraînement d'arriver à s'en servir correctement. Donc, je ne déconseille pas le papier de demi-satiné. Juste, j'ai choisi la mauvaise technique parce que j'ai voulu justement travailler beaucoup sur mouillé sur mouillé avec beaucoup d'eau. Et la moindre trace de pinceau faisait bouger tous les pigments et comme si ça les figeait dans le papier. Et c'est vrai que c'est a priori, je pense, si quelqu'un a plus d'informations sur le sujet ou a l'habitude de travailler avec du papier satiné ou demi-satiné, qu'il me corrige. Mais j'ai l'impression que pour travailler sur le demi-satiné, bon déjà, il faut comme tous les papiers qu'ils soient de bonne qualité. Je ne suis pas certaine que ce soit le cas du Clairefontaine. Mais en plus de ça, à mon avis, il faut aussi beaucoup travailler plus en aplat et un peu moins avec des couleurs granilantes ou dont les pigments se séparent et qui pourraient justement faire plus de traces. En fait, surtout, à mon avis, ce qu'il faut, c'est peindre vite. Et quand on travaille avec le papier demi-satiné, il faut savoir qu'il sèche rapidement. Donc finalement, en fait, c'est avec plusieurs couches que j'ai réussi à m'en sortir en faisant quelque chose de très sombre, mais lumineux autour du dragon. Ça, c'est ce que je voulais. Je voulais que le dragon ressorte bien. C'est peut-être l'illustration que j'ai le moins aimé réaliser et que j'aime le moins. Mais malgré tout, j'ai réussi à relever le défi du thème. C'est ce qui compte pour moi. L'illustration suivante, c'est Illusion, qui m'a donné un peu de fil à retordre parce que illusion, c'est très vague. On peut faire absolument n'importe quoi autour de ce mot. Finalement, pour le coup, le mot là est plus perturbant que vraiment guide. J'ai pensé à des actes de magie trompant le héros, à des apparitions fantomatiques, à des tours de magiciens, enfin bref, les idées, j'en avais plein, mais aucune qui se figeait dans mon esprit. Et pour finir, donc j'ai opté encore pour un conte d'Andersen que je venais de lire pour la première fois, qui est, à mon sens, n'est pas très connu, c'est L'Ombre. Donc c'est un scientifique qui est installé dans un pays étranger, plutôt scientifique type mathématicien, et qui aperçoit une nuit sur le balcon d'en face une belle dame svelte. Autour d'elle, tout brille, elle brille, les fleurs brillent, tout brille. Ça scintille de mille feux. Il n'a pas le temps de se demander s'il a rêvé ou pas, parce que l'instant d'après, la dame a disparu. Comme il est trop heureux pour aller voir par lui-même qui est cette femme, il y envoie son ombre. Et plusieurs années plus tard, alors qu'il retourne dans son pays natal sans son ombre, qui n'est jamais revenu depuis du balcon, quelqu'un toque à sa porte et c'est son ombre. Son ombre a un peu pris consistance, elle est devenue presque un homme. Elle lui explique que la dame sur le balcon, c'était la poésie, que lui a échappé à une connaissance, que lui maintenant que son ombre en sait beaucoup plus que lui, etc. Et elle va lui proposer un marché où elle aimerait que ce soit lui qui joue le rôle de l'ombre. Elle prend sa place et par un stratagème machiavélique, elle finit par le faire tuer, en prétextant que elle est l'homme et que son ombre essaye de se faire passer pour lui, pour l'homme. Et donc, je voulais illustrer la dame poésie sur son balcon illuminé en plein milieu de la nuit. Un peu pareil, dans le style un peu années 1900, illustration un peu ancienne. Et bon, c'est beaucoup moins sombre que ce que j'avais prévu, mais je me suis beaucoup laissée guider par les couleurs. L'ancrage a été très rapide et j'ai plutôt misé sur des couleurs vives pour faire justement ressortir l'idée de la lumière. Je me suis plutôt concentrée sur l'association des couleurs. Je voulais quelque chose d'un peu dans les tons roses, donc mon bleu tire un peu sur le rose, c'est un peu un violet bleu.
Et la dame est peinte dans les tons rose et jaune, avec beaucoup de doré en touche finale, notamment pour faire une espèce d'auréole autour de sa tête, comme une figure un peu chrétienne, et, et du doré également sur les fleurs en bas. Et je crois que c'est vraiment une des illustrations qui me plaît le plus dans le résultat, même si c'est ce qui s'éloigne le plus peut-être de ce que j'avais en tête. Pour finir le challenge de la Folktale Week, j'ai ressorti le conte du vilain petit canard pour le mot found. Pour le coup, j'ai retravaillé le conte. Là, je l'ai imaginé retrouvant rapidement sa mère et donc le bébé et la maman cygne sur le lac ensemble. Je voulais un fond d'étang avec des roseaux et des nénuphars. Finalement, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus doux en mettant encore une fois une espèce de halo lumineux autour des personnages principaux. Et le fond, je l'ai fait beaucoup moins détaillé que ce que j'avais prévu pour justement leur me laisser plus de place. Ensuite, j'ai quand même réussi à glisser un de mes thèmes de prédilection avec le troisième personnage de cette scène qui est la lune. J'ai beaucoup travaillé sur les dégradés afin de diluer les couleurs et j'ai beaucoup joué aussi sur les blancs. Cette illustration, c'est celle où j'ai eu le moins de difficultés parce que finalement, ça ressemble à ce que je sais faire habituellement, c'est-à-dire des scènes nocturnes avec des paysages, des animaux, des ambiances un peu douces. L'ambiance est vraiment créée au fur et à mesure avec les couches d'aquarelle et du coup, ça a été vraiment un gros travail où je suis revenue plusieurs fois. Pour le coup, mon papier a bien joué son rôle parce qu'il a bien tenu. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter les illustrations que j'ai faites pour ce challenge. J'avais envie du coup de réaborder les sujets de la créativité et des défis en général. Le défi pour travailler les couleurs, je pense que c'est un apprentissage de toute une vie, donc c'est pas terminé, mais pour moi, je crois que j'ai réussi à faire ce que je voulais, c'est-à-dire que j'ai fait une étape de plus dans mon parcours où je me suis pas laissée aller à la facilité et j'ai essayé de travailler des couleurs dont j'ai moins l'habitude. Ce qui était pratique avec ce challenge, c'est qu'il y avait quand même 8 illustrations à faire et le fait qu'il y en ait autant, ça m'a un peu débloqué dans mes a priori sur les couleurs et j'ai pu faire plusieurs variations autour d'une seule et même couleur par exemple, en travaillant plutôt dans le monochrome ou plutôt justement en faisant des illustrations plus poussées avec plus de couleurs. Alors oui, je l'avais ce truc de « il faut pas rater l'illustration », mais malgré tout, j'avais une espèce de liberté parce qu'il y avait 7 illustrations, c'était pas grave si j'en ratais une entre guillemets. Pour le matériel, j'ai rencontré quelques difficultés, mais j'ai quand même pu approfondir avec certains papiers artisanaux et je suis quand même assez contente. Également, j'ai travaillé avec des encres que je fais fabriquer chez moi grâce aux recettes de la pigmentière et ça aussi c'était chouette. J'ai aussi beaucoup travaillé à l'ancrage à la plume, à l'encre de Chine. Et bon, ça, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs mois et que j'aime beaucoup. Et chaque expérience permet d'apporter une petite pierre à l'édifice. C'était intéressant de découvrir le papier demi-satiné et je connaissais la théorie, mais je pense que maintenant j'ai un peu plus l'idée de ce que ça signifie. Je crois qu'il faudrait que je retente, mais avec une illustration peut-être plus simple. Ensuite, j'ai beaucoup apprécié le thème général, c'est-à-dire les contes populaires, parce que ça m'a rappelé mes années d'études en littérature. J'ai beaucoup aimé me replonger dans certains contes, en découvrir des nouveaux, et faire découvrir aussi, partager, c'est très très chouette. De manière générale, l'idée du conte populaire, je trouve ça hyper stimulant parce que, en tout cas pour moi, la littérature, c'est un gros booster d'imagination. Le conte populaire d'autant plus, surtout que c'est vraiment, comme je le disais en début de vidéo, un matériel assez malléable. C'est comme s'il était écrit dessus, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. C'est quand même assez libérateur comme thème. De ce point de vue, ce challenge était pour moi très stimulant. J'ai eu plein d'autres idées que je n'ai pas encore faites, plein d'autres idées que je ne ferai sûrement jamais, mais ça m'a vraiment boosté. Ça m'a fait un tremplin d'imagination très important d'un coup. Et finalement, pour vous parler du thème que j'abordais en début de vidéo, c'est-à-dire quel niveau il faut avoir pour participer à ce genre de défi, qu'on soit ultra débutant ou qu'on ait comme moi quelques années d'expérience sans être forcément un professionnel, c'est vrai que c'est intimidant parce qu'on se dit dans ce challenge, il va y avoir beaucoup de participants, des participants professionnels, beaucoup de bons participants.
on se dit qu'on va se comparer et être comparé aux autres, mais en vérité, c'est pas du tout l'ambiance de ce challenge, premièrement. Et deuxièmement, c'est pas sur ça qu'il faut se concentrer. Et en plus, dans ce genre de challenge, ce qui est vraiment intéressant, c'est de se rendre compte à quel point les styles sont variés. Les niveaux techniques, oui, mais aussi les styles. Il y a par exemple des styles qui paraissent très enfantins, on se dit « Ah, mais un enfant pourrait le faire », et d'autres beaucoup plus détaillés, beaucoup plus complexes. Mais tout le monde participe parce que justement, chacun a son propre style et s'approprie le conte populaire, et il en profite pour tester parfois même des nouvelles techniques en sortant de ce qu'ils font habituellement. Parce que les artistes eux-mêmes se challengent et sortent de leur zone de confort. Donc pourquoi pas nous ? Si vous êtes débutant, mais lâchez-vous, allez-y, lâchez prise. Si des artistes professionnels avec des techniques très différentes arrivent à participer à ce challenge, absolument tout le monde peut le faire, il faut juste lâcher prise. Amusez-vous et ne cherchez pas à vous comparer. Pour finir, sur ce genre de challenge, il y a aussi beaucoup d'artistes qui peignent en digital. Déjà, dans le traditionnel, on n'est pas tous égaux, mais alors en plus, s'il y a le digital, faut vraiment pas chercher à se comparer. Bref, j'espère que je vous aurai donné envie de participer à ce genre de défi, parce que pour moi, c'est vraiment très stimulant et c'est une parenthèse dans l'année que je trouve très chouette. J'ai déjà prévu l'an prochain de reparticiper. Je trouve que d'ailleurs, ce défi-là est beaucoup plus simple à tenir que Inktober, parce que Inktober, c'est quand même 31 jours de dessin ou de peinture ou d'ancrage. Je trouve que c'est très très long. Et même cette année, j'ai réussi à le faire, mais en faisant des petits croquis, mais je me suis beaucoup moins amusée que les années précédentes. Là, avec la Folktale Week, sur une semaine, on arrive à faire quelque chose de très chouette et à sortir des sentiers battus. C'est très sympa. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous avez des choses à partager sur le sujet, un avis sur la question, que vous avez envie de partager vos propres astuces de créativité pour la booster, parce que le défi, c'est justement un booster de créativité pour moi. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à les poser. Si la suite des vidéos vous intéresse, c'est-à-dire des tutoriels pour les débutants ou des vidéos comme celle-ci où on discute créativité ou d'autres thèmes, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez la petite cloche juste en bas et n'oubliez pas d'activer les notifications, sinon vous n'êtes jamais mis au courant. Et bon, je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt.